Donc là, la sûreté va changer les compteurs cash power qui sont... ça, c'est aussi un autre scandale. Je l'ai publié sur ma page il y a quelques jours. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Ferdinand Haïté qui parle de la sûreté encore une nouvelle fois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays actuellement, là, ça sévit encore avec les délestages. Vraiment. Bon, il a fait certaines investigations, certaines recherches. Donc, il vient nous parler sur cette vidéo un peu longue, mais très intéressante et instructive. Suivez jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire, c'est gratuit, et activez la cloche de notification. Alors, sans plus tarder, suivons tous ensemble. Je voudrais aborder quelques sujets de préoccupation communes, des sujets qui préoccupent tous les Togolais. Mais avant cela, je voudrais juste rappeler qu'il y a des compatriotes qui me disent qu'il faut faire régulièrement les lives. Il faut aller sur TikTok. Et moi, je ne suis pas habitué au live. C'est maintenant que j'essaie de l'apprendre aussi. Pour moi, c'est beaucoup plus les écrits et tout ça. Mais maintenant que vous le demandez encore plus, on va combiner les deux, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus. Les gens sont beaucoup plus calés sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ça. Et que ça porte. La dernière fois, avec mon live improvisé le 27 avril, j'étais parti à Lyon, j'ai fait le live le matin, le temps de revenir. Le lendemain, j'ai vu qu'il y avait plus de 100 000 vues. Ça veut dire qu'il y a un impact assez considérable. Et puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont découpé les lives après, qu'ils ont partagé sur leur propre réseau. Bon, c'est ceux qui ont monétisé des pages, qui cherchaient de quoi augmenter des likes chez eux. J'ai vu que ça a été repris par plusieurs plateformes et tout ça. Bon, une fois que l'information passe, moi, ça ne me gêne pas. Cette page n'est pas monétisée. Elle est juste là pour qu'on informe les Togolais de la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, je voudrais aborder plusieurs sujets. Et une autre précision, depuis que j'ai commencé les lives, je vois que le système a créé plusieurs trolls. Les trolls, c'est des faux comptes qui viennent, qui nous insultent et qui racontent beaucoup de choses. Et souvent, ces trolls portent des noms féminins. Si vous regardez dans les commentaires ou vous êtes sur Twitter, vous allez voir que depuis un certain temps, ils ont créé plusieurs trolls. Et ces individus, ce n'est même pas des individus, c'est des gens qui se cachent derrière ces faux comptes, portent des noms féminins et généralement des noms d'Anéron. Donc vous allez les voir plein sur les pages en train d'insulter les gens. Nous sommes pour le débat. S'il y a quelqu'un qui est dans le système ou qui est dans Unir, qui veut nous apporter la contradiction, que la personne vienne à visage découvert et qu'on discute d'homme à homme. Idée contre idée, projet contre projet, et qu'on fasse leur bilan ensemble. Mais quand vous envoyez des individus sans visage qui mettent des photos de jeunes filles pour venir nous insulter, tout ça, on n'en a pas besoin. Et rapidement, on les dégage de la page. Donc, on fait un nettoyage. La page, ce n'est pas une poubelle. Quelqu'un qui vient faire un commentaire en tant que troll, on le dégage. Donc, je voudrais aborder plusieurs sujets. Le premier sujet concerne la jeunesse togolaise. Il y a un drame silencieux qui se passe avec nos jeunes, dont on parle moins. Il y a de cela, je crois, 15 ans passés. Mon collègue Maxime Domini avait fait un excellent reportage sur les voies de l'immigration, et qui lui ont d'ailleurs valu même, je pense, un voyage en Allemagne. Et un très bon reportage sur la filière qui part de la côte et qui va jusqu'à Agadez. Et d'Agadez, ils arrivent en Libye. Et de la Libye, ils traversent la Méditerranée. Donc, on a compilé pas mal de témoignages. On a fait un peu la route. On n'est pas allé très loin, mais on a vu comment ces jeunes la traversaient. Et entre-temps, ce circuit a été un peu atténué par les accords entre l'Union européenne et les pays du Sahel. Cet accord qui a sauté depuis le coup d'État. Et donc, il y a cette filière qui existe. Mais depuis un certain temps, il y a une autre voie d'immigration qui est aussi dangereuse que celle de la Libye, qui est la voie de l'Amérique latine. On a beaucoup de nos jeunes frères aujourd'hui
qui partent en Amérique latine. Beaucoup sont au Brésil. Après, ils essayent, à partir du Brésil, de donner de l'argent aux passeurs pour rentrer aux États-Unis et continuer au Canada. Et cette voie est de plus en plus utilisée par les jeunes, sauf que au bout de cette voie, il y a la mort. Beaucoup de jeunes aujourd'hui togolais sont en train de mourir. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Il y a certains qui ont attiré mon attention, des familles qui m'ont dit qu'ils ont perdu tel cousin, tel neveu dans la brousse là-bas, dans la forêt mexicaine, tentant de traverser la frontière pour aller aux États-Unis. Alors, je ne dis pas ceci pour décourager les jeunes. On sait que la situation au pays est très difficile. Nous-mêmes, on a été obligés de partir. Mais si vous voulez partir, c'est une bonne chose, mais il faut partir par des voies appropriées. N'allez pas jeter votre vie dans la mer ou dans la forêt, où on vous enterre et même vos parents ne savent même pas où on vous a enterré. Donc, personne ne va ce n'est pas interdit, c'est une bonne chose. Les gens partent pour revenir mieux outillés. C'est une bonne chose. Si le pays ne va pas bien, on peut aller se chercher à l'étranger. Mais ne prenez pas les voies risquées. Ne prenez pas vraiment les voies risquées comme cette voie aujourd'hui qui passe par le Brésil. À l'heure où nous parlons, il y a beaucoup de jeunes Togolais qui sont dans cette zone, qui attendent de rentrer aux États-Unis et de continuer au Canada. Mais au bout de cette voie, il y a la mort. Donc, il faut vraiment faire très attention. Vous voulez partir, je suis d'accord. Le Togo, ça ne va pas, c'est difficile, les gens veulent partir, d'accord. Mais trouvez les bonnes voies. Évitez de prendre des chemins qui sont dangereux et au bout duquel vous trouverez la mort et que vos familles ne verront même pas vos corps. Franchement, c'est très difficile au pays, mais il faut faire très attention. Les passeurs, eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Eux, ils veulent de l'argent. Vous leur donnez de l'argent, ils vont vous promettre de vous faire passer par les frontières, que ce soit par la mer, comme pour ceux qui passent par la Libye, ou ce soit par la forêt, ou ceux qui passent par le Mexique, le Guatemala, le Pérou, tout ça, tous ces pays de l'Amérique latine, pour essayer de rentrer aux États-Unis et continuer sur le Canada. Donc, faites énormément attention. Si vous avez des amis, des proches qui veulent voyager, ce n'est pas mauvais. Moi, il y a des jeunes qui m'ont dit il faut nous aider à faire des passeports, on veut partir. Bon, on les a aidés, mais tout en les prodiguant des conseils. Il y a ceux qui sont au pays, qui étudient les cours d'allemand pour pouvoir partir en Allemagne. Si on peut les aider, on les aide aussi. Mais ne prenez pas les voies les plus dangereuses comme la voie du Brésil, parce qu'il y a une facilité aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens font pour prendre des visas de Brésil à Lomé. Il y a beaucoup d'argent derrière, c'est un business. Et on leur promet qu'une fois au Brésil, on va leur faire traverser la frontière pour rentrer aux États-Unis. Et ceux qui veulent rester aux États-Unis resteront aux États-Unis. Et ceux qui veulent continuer sur le Canada vont aller au Canada. C'est une voie très dangereuse. Certains sont arrivés, Dieu merci, mais la majorité n'y arriveront pas. Vous allez mourir. Donc, Jimmy Hope a dit donc, même si nous avons des problèmes au pays, on ne va pas se jeter comme ça sur des voies incertaines ou au bout duquel on va trouver la mort. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir. Non, attention, je ne dis pas ça. Je dis, si vous voulez partir, trouvez les bonnes voies pour pouvoir voyager. Ne prenez pas des voies dangereuses au bout desquelles vous allez trouver la mort. Donc, ça, je voulais le dire rapidement. C'est un conseil que je donne aux jeunes. Après, ceux qui veulent rester au pays, le pays est difficile, mais si on s'organise, si les gens s'organisent, ils vont pouvoir faire quelque chose en attendant. C'est très difficile, mais il faut toujours se faire des idées. Si vous pouvez collaborer, vous mettre ensemble pour piloter un petit projet qui pourra vous permettre de gagner de l'argent, il faut le faire. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur la question de cette voie d'immigration de l'Amérique latine qui devient de plus en plus utilisée par la jeunesse togolaise et qui est très dangereuse. Voilà sur ce sujet-là. Le deuxième sujet que je voudrais aborder concerne la CET. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme délestage
et la situation qui ne cesse de s'empirer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit inbox et tout ça. J'avais fait une première émission sur le délestage ici, dans laquelle j'ai décrit tous les problèmes que nous avons et qui aujourd'hui amènent nos pays ou notre pays aujourd'hui à rationaliser la distribution de l'électricité. Donc, c'est d'abord une question de dette. Ça c'est la première des choses. La dette envers le Ghana, envers le Nigeria. Et vous avez dû lire sur notre site que le Nigeria a clairement décidé ces jours-ci qu'il va réduire le taux d'électricité qu'il fournit à ses pays voisins, notamment le Togo, le Bénin et le Niger. Le Ghana fait pareil. D'abord, nous sommes très endettés envers ces pays, mais qu'ensuite, ces pays sont en train de subir une industrialisation rapide d'une manière à ce qu'eux-mêmes, leurs besoins deviennent de plus en plus grands. Le Ghana aujourd'hui a plus besoin de mégawatts qu'il n'en avait besoin hier. Le Nigeria, pareil. Toutes les villes dans ces pays se développent et donc il y a le besoin se fait très grand. Et donc, comme nous, au Togo, nous avons investi dans les projets foireux, comme Contour Global, comme Central Kekeli et je ne sais quoi, qui n'ont produit absolument rien, qui sont paralysés ou qui sont devenus des gouffres financiers. En 20 ans, on n'a pas évolué. On n'a pas évolué, donc on a mis des milliards dans des projets qui ne rapportent absolument rien et on reste aujourd'hui dépendant des pays voisins qui, eux, ont leurs propres problèmes. Alors que nous sommes très endettés envers ces pays-là. Et donc, du coup, il y a une certaine rationalisation de la fourniture du courant électrique. Le gouffre financier qu'est le Contour Global et la centrale Kekeli qui n'a jamais démarré ou qui démarre comme un grabataire. Et donc, tout ça fait aujourd'hui que on est obligé d'aller au délestage. Et vous allez constater que depuis plusieurs mois, il n'y a eu aucune communication officielle des Togolais. Le Premier ministre n'a rien dit. La ministre comment on l'appelle, des mines et de l'énergie, la Benjamin du gouvernement, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle n'a absolument rien dit, elle était bouche fermée, mais dès qu'il y a eu la campagne électorale, vous l'avez vu très agitée là, elle était dans toutes les campagnes, c'est elle qui disait que oui, que voilà, Faure est en train de travailler pour les Togolais, il développe le pays, tout va bien, elle a circulé partout, mais pour venir s'expliquer sur les raisons du délestage que nous vivons au Togo et qui paralyse l'économie, cette ministre est abonnée absente. Elle est abonnée absente. On ne l'a pas vue. C'est la Benjamin du gouvernement, la plus, je sais pas, l'une des plus en vue, et elle prend des airs, mais en termes de résultats, on ne sait pas ce qu'elle apporte. À part piquer dans la caisse, installer des groupes électrogènes chez elle, piquer de l'argent pour acheter des voitures pour elle-même, équiper sa maison, fait la promotion de ses proches. Elle a fait venir beaucoup de ses amis de l'Europe, de la France pour leur trouver des postes là-bas, puisque elle-même, c'est le cas. Puisque c'est une jeune dame qui était ici, comment vous l'appelez, Asia Blé, c'est ça, Myria, elle était ici. C'était la fiancée du fils d'Agadazi, le ministre Agadazi, qui au passage, après tous ces dégâts aussi au ministère de l'Agriculture et à Lansat, où il est toujours, s'est acheté un appartement à Marseille. Là, bon, Thomas s'occupe de tout ça, qui a acheté un appartement à Marseille, et ses enfants sont ici, le ministre Agadazi. Et donc, cette fille-là était la fiancée du ministre Agadazi, du fils du ministre Agadazi. Et comme bon, c'est difficile en Europe et tout, elle a décidé de rentrer au pays pour se trouver du polo. Et arrivée là-bas, elle était dans les pattes de Petit Nachaba, et puis bon, paf, elle a été faite ministre, et puis après, bon, vous avez vu comment elle est devenue ministre, la plus jeune ministre du gouvernement. Et Nachaba, vous avez vu aussi ce qui lui est arrivé il y a quelque temps. Je ne lis pas les deux, mais c'est pas exclu. Donc voilà, et tout ça. Et donc, c'est elle qui n'a aucune expérience en matière d'énergie pour gérer un ministère aussi sensible que le ministère des Mines et de l'Énergie. C'est elle qui est à la charge de ce département depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une fourniture catastrophique de l'électricité dans notre pays. Et personne ne dit absolument rien. L'État ne s'explique pas, personne ne dit rien. Et
toute l'économie, vous savez que nous vivons dans une économie informelle à presque 75%. Aujourd'hui, toute l'économie togolaise est touchée par le délestage. Et le délestage couvre tout le territoire. Depuis 5 ans jusqu'à Lomé, il y a le délestage. Donc, tous les artisans, les petits boulots, les petites et moyennes entreprises, les menuisiers alus, les coiffeurs, tous ces gens-là aujourd'hui travaillent au rythme de la suété. Et les microfinances qui ont fait beaucoup de prêts à ces gens-là, qui sont dans la petite économie, ont commencé par sentir que leurs clients ne sont plus solvables comme avant. Donc, les microfinances ont commencé par sentir les difficultés de l'économie informelle aujourd'hui liée principalement au délestage. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que ce délestage va prendre fin. Les barrages vont peut-être certainement remplir avec la saison des pluies qui arrive, mais les projets qui ont échoué, il faut qu'on nous fasse les comptes de ces projets qui ont échoué, qui ont englouti des milliards, compte global. Il faut poser des questions à Damipi. Derrière Damipi, il y a Barké, il y a d'autres personnes. On a mis juste que c'est un projet américain, on a mis les Américains devant, mais derrière, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de piller le pays. Après, Kekeli, c'est toujours la même bande qui n'a rien apporté et qui a englouti des milliards. Et aujourd'hui, c'est les Togolais qui payent le prix de cette incurie-là. Et donc, il y a des risques énormes que le délestage s'installe dans la durée et que on augmente le prix du kilowattheure. Je vous l'avais déjà dit. Maintenant qu'ils ont vidé toutes les caisses pour aller faire la campagne électorale, ils vont répercuter ça sur les taxes. Il faut payer tout ce qu'ils ont dépensé pour faire la campagne électorale. Ils vont le répercuter sur les citoyens. Les gens qui ont pris les 2000 pour boire la bière, là, vous allez payer tout ça. Et donc, là, la sûreté va changer les compteurs. Les compteurs Cash Power qui sont... ça, c'est aussi un autre scandale. Je l'ai publié sur ma page il y a quelques jours. Et ce matin plutôt. Les compteurs Cash Power seront désactivés à partir du 24 novembre. Et vous avez vu les images que j'ai publiées sur le magasin de la Suété où on a jeté les compteurs comme dans un cimetière ou un dépotoir. Et donc, tous ces compteurs qu'on a commandés, ceux qui ont eu ces marchés-là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Ce sont les mêmes personnes du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, on ramène de nouveaux compteurs Cash Power prépayés d'une nouvelle norme qu'ils appellent S2T2 qui vont installer à travers le pays. Et ce marché aussi, on va le donner à une autre personne, peut-être proche de la ministre ou proche de je ne sais qui. Et ça va engloutir aussi des milliards. Et tout ça, c'est les populations qui vont finir par payer cette dette-là. Et bon, voilà, les gens vont payer de plus en plus les factures plus chères parce qu'ils auront des arguments pour vous dire mais si vous voulez qu'on assure l'électricité en continu, il faut forcément augmenter le prix du kilowattheure et c'est ce qui va se passer. Et donc moi je dis on ne peut pas être dans une société où personne ne dit rien. Aujourd'hui avec avec la crise énergétique, les syndicats doivent parler. Même les politiques doivent parler. Je ne sais pas, tout le monde doit parler. On ne peut pas rester comme ça, où les gens se lèvent du matin jusqu'au soir, les gens font 2 jours, ils n'ont pas d'électricité. Et personne ne donne aucune explication. Personne ne donne aucune explication. Vous n'avez pas de courant, et quand vous n'avez pas de courant aujourd'hui, vous ne pouvez absolument rien faire. Les gens ont fermé des entreprises. Et donc, il faut qu'on explique aux gens pourquoi on va vers la faillite. Et sinon, on est déjà en faillite. Pourquoi on en est arrivé là? Alors que dans les 20 dernières années, on a investi beaucoup de milliards dans le secteur énergétique. Vous voyez, pourquoi on continue d'être dépendant des autres pays? Pourquoi nous ne sommes pas autonomes? Alors qu'en concevant ces projets-là, on nous a dit c'est pour que le Togo soit autonome. Et le Togo ne dépend plus de l'extérieur en termes d'énergie. Et donc, sans énergie, vous ne pouvez absolument rien faire dans le pays. Et aujourd'hui, c'est toute l'économie informelle qui est à terre. Les gens se lèvent du matin au soir, ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas le courant électrique. Donc, voilà, sur la question de la sûreté, c'est possible, hein, je le dis avec beaucoup de certitude, que le délestage s'installe dans la durée parce que c'est une question de moyens et d'infrastructures dont nous n'avons pas été capables d'implémenter pour régler définitivement le problème. Donc voilà sur la question de la sûreté ce que je peux dire. Il y a des amis qui posent des questions. Excusez-moi, je vais regarder pour voir si je peux répondre à une ou deux questions avant de continuer sur un autre sujet.
euh, euh, Alors, les chiffres des compteurs défectueux, on m'a envoyé les chiffres sont énormes. Ce sont des chiffres vraiment, je ne sais pas, chaque année, il y a des chiffres énormes de compteurs défectueux. On ne sait pas pourquoi les compteurs sont défectueux. Ceux qui ont eu ce marché-là, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont allés acheter les compteurs. Donc, du coup, le tableau que j'ai est un peu illisible. Donc, dans ce processus de remplacement de compteurs, il y a certains compteurs qu'on pourra récupérer, mais une majorité défectueuse ne pourront pas être récupérés. Donc, ils seront obligés de les remplacer sur le terrain. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de compteurs. Il y a plus de compteurs. Il n'y a plus de compteurs. Donc, les gens vont déposer, de l'argent pour demander les compteurs, mais on va partir les fonds pour faire le projet Tinga. Donc, il n'y a plus de compteurs. On préfère aller donner dans le projet Tinga des compteurs aux gens pour 10 ans, mais aujourd'hui, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué pour la suite. Donc, le cash power était un faux business que les gens ont inventé. Quand vous écoutez les techniciens de la société, ils vous diront que le mécanique était mieux. Et au moins, ça permettait aux gens de contrôler ce qui se passe. Aujourd'hui, le cash power, il y a des gens qui manipulent derrière. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Et ça devient une misère pour les populations. Et donc aujourd'hui, le délaissage, c'est la ministre même qui pilote ça. C'est elle qui décide des quartiers qu'il faut délester. Et les directeurs ne font plus pratiquement rien. Elle est ministre, c'est elle qui gère la boîte. Et elle ne parle pas. Elle ne dit pas aux Togolais pourquoi il y a le délestage, quel est le problème. Mais quand il s'agissait de la campagne électorale, elle a retrouvé la voie. Elle était en campagne, elle a dit tout et n'importe quoi. Elle dit que Ford travaille, qu'il est le meilleur président, que les Togolais sont ingrats et tout. C'est normal. Parce que quand tu étais en France et tu ne faisais pratiquement pas grand-chose et que tu as laissé ton fiancé, pas le copain, fiancé pour aller là-bas et accéder... comment ça se dit, accéder aux premières responsabilités du pays et prendre en 3 ans autant d'importance dans le système, et il y a des raisons de dire n'importe quoi. Et donc, voilà. Et ça pose la question de la redevabilité de nos gouvernants. Pourquoi des gens qui gouvernent un pays sont incapables de rendre compte aux citoyens? Les citoyens qui participent pas les taxes, les impôts pour la bonne marche de la société, on refuse de leur rendre compte. Et puis bon, on coupe le courant dans les quartiers, il n'y a pas de communiqué, il n'y a absolument rien. Au Ghana, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Le président a été sérieusement secoué et il y a même des députés à l'Assemblée au Ghana qui ont demandé que le Ghana arrête de donner le courant au Togo. On vous a parlé de ça, je pense, sur notre site internet. Il y a eu un vrai débat à l'Assemblée nationale au Ghana. Au Nigeria, pareil, il y a un débat sur la question du délestage. Mais au Togo, il n'y a rien. Même les pays du Sahel, où il y a des coups d'État, il y a des débats sur la question du délestage et du manque d'électricité. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pour régler le problème? Pourquoi l'État est défaillant? Mais au Togo, on ne dit absolument rien. La ministre est abonnée absent, mais dès qu'on a sifflé le coup d'envoi de la campagne électorale, elle avait retrouvé la parole. Elle était partout. Elle faisait les meetings. Elle racontait. Tout a dormi debout. Vous voyez. Et donc, voilà la situation aujourd'hui de notre pays. Et il est important que nous, les Togolais, nous prenions conscience. Personne ne viendra faire ça à notre place. Il y a des gens qui sont là dans des forums WhatsApp qui racontent du matin jusqu'au soir que oui, peut-être qu'un messie va arriver de quelque part. Personne ne viendra de quelque part.
aucun messie ne va descendre, aucune prophétie ne va libérer le Togo, rien. C'est nous-mêmes qui devons nous battre pour sortir de cet état d'esclavage. J'ai toujours l'habitude de dire, en reprenant Saint-Augustin, que Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous délivrer sans nous. Et ça se résume simplement, mets ça sur ton genou, Dieu mettra ça sur ta tête. Et c'est à nous de nous organiser, de nous battre, de ne pas être d'accord quand on nous exploite, de ne pas être d'accord quand on nous piétine, de ne pas être d'accord quand nos droits sont brimés. Vous avez écouté tous ces jeunes de Cara dans les audios qui se sont un peu révoltés quand on a arrêté un chauffeur de taxi à qui on a pris 5 000 francs et puis après on a voulu immobiliser son véhicule. Et donc, nous devons apprendre à résister. Ne serait-ce que à dire non quand nos droits sont piétinés, quand des gens nous privent de nos droits. Et c'est cette capacité de dire non que nous ne trouvons pas au Togolais. Les gens sont conscients, les gens ne sont pas d'accord, mais dire ouvertement non, souvent on a peur de le dire. Mais il faut qu'on en arrive là. Sinon, vous resterez dans vos maisons, ils viendront vous chercher vos enfants et tout, vous n'aurez aucun droit, vous n'aurez rien à dire. Donc, sur la question de la sûreté, voilà ce qui est en train de se passer et ça va durer encore un bon bout de temps. On ne sait pas quand est-ce que la question va être réglée. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement sur la question de la sûreté. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler des marchés. Quand il pleut, les marchés sont inondés. J'en ai parlé longuement. Le grand marché de Lomé, bon, on connaît dans quel état il se trouve depuis longtemps, depuis les incendies. Mais le marché de Dranawe, qui est un marché qui est à 500 mètres, disons moins de 1 kilomètre de la résidence de Fort Gnassingbé. Chaque jour que Fort va à l'aéroport, c'est par ce marché qu'il passe. C'est-à-dire, il sort de Lomé 2, il arrive au carrefour de Dranawe, il continue par devant le séminaire et il va à l'aéroport. Chaque jour, chaque fois qu'il sort de Lomé, c'est devant ce marché qu'il passe. Mais ce marché est dans l'eau. Ce marché est dans l'eau depuis des années. Et la directrice de l'EPAM, qui gère cette boîte comme une épicerie de quartier, j'ai eu aussi à faire des posts sur elle, qui s'est énormément enrichie. C'est une commissaire de police, une protégée de Boupessi. Et cette dame-là a eu la funeste idée d'aller construire dans ce marché une retenue d'eau. Bon, les retenues d'eau, on en a construit un peu dans les quartiers de Lomé. On sait les dégâts que les retenues d'eau sont en train de créer. Comment on peut créer une retenue d'eau au cœur d'un marché où le système d'évacuation n'est même pas un système efficace? Quand vous prenez la route de Dranawe qui va vers le contournement, sur cette route-là, il y a, comment vous appelez ça? Il y a des rigoles. Il y a des rigoles sous le goudron. Il y a un système d'évacuation qui est sous le goudron. Sous le goudron, qui va jusque dans le fleuve Ziolaba ou dans les trucs de Ziolaba. Et donc, il aurait juste suffi de faire un assainissement dans le marché de Dranawe et de le connecter, l'assainissement à ce circuit d'évacuation qui est sous le goudron, selon ce que des techniciens de TP m'ont dit, et donc de drainer l'eau dans le fleuve Zio, dans le bassin de Zio là-bas. Mais elle n'a pas fait ça. Ils ont amené des gens qu'ils appellent ingénieurs, je ne sais où est-ce qu'ils ont fait les études, pour creuser un grand trou dans le marché pour faire une retenue d'eau. Aujourd'hui, quand il pleut, la retenue d'eau déborde et tout le marché est inondé. Donc ce sont ces images-là que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et tout ça. Donc, tant que nous serons dans la saison pluvieuse, le marché sera à moitié fonctionnel. Tout le marché sera inondé. Et cette dame-là, elle est toujours à la tête de l'EPAM. Elle continue de faire les dégâts. La dernière fois, quand j'ai sorti les dossiers sur toutes les magouilles qui font l'EPAM là-bas, les retours que j'ai eus montrent qu'on n'a aucun niveau de conscience sur le bien public. Ils ont dit aux gens que laisser les journalistes parler, eux ils s'en foutent, tant qu'ils sont protégés, ils vont ramasser l'argent, c'est leur temps. Et là, ils viennent de s'acheter une voiture de 28 millions à Sifao, à Sika Toyota, il y a encore quelques semaines. Alors qu'elle en avait acheté avant.
Elle vient de s'acheter une nouvelle voiture de 28 millions à Sika Toyota. Alors que les marchés dont elle a la responsabilité sont dans une insalubrité totale. Comment on peut accepter ça? Donc, nos mamans, nos sœurs qui sont dans les marchés, vous devez apprendre aussi à vous révolter. Il faut apprendre à dire non. Si les gens ne sont pas capables d'améliorer votre cadre de travail, si les gens ne sont pas capables, avec les taxes que vous payez, de vous créer des conditions de travail minimum, mais le jour où ils viennent pour collecter les taxes, refusez de leur payer les taxes. Vous savez, en 1933, ce sont les femmes de Lomé qui se sont levées contre l'administration territoriale, l'administration coloniale. En 1933, allez lire dans les livres d'histoire, il y a eu la révolte des femmes de Lomé en 1933. Et donc, les femmes, nos sœurs, sont des gens qui jouent un rôle fondamental dans le circuit économique, dans la stabilisation des foyers et tout. Donc, les marchés, c'est leur lieu de travail. Elles se lèvent le matin, elles passent toute leur journée au marché qu'à la maison. C'est le soir qu'elles rentrent à la maison. Vous ne pouvez pas aller dans un marché et il pleut et vous n'avez pas où poser les pieds. On a vu le marché à Guanivé là-bas, là où ils sont allés installer les femmes, à Guanivé là-bas. On a vu au marché de Thiévier, les hangars de Thiévier qu'ils ont conçus comme des marchés. Quand il a plu, on a vu dans quel état les femmes sont. Donc, c'est des choses qui sont choquantes pour un pays qui se dit pays qui avance, pays moderne et tout ça. Allez au Bénin, regardez comment on construit les marchés au Bénin. Allez en Côte d'Ivoire, regardez comment on construit les marchés en Côte d'Ivoire. Au Ghana. Pourquoi nous ne pouvons pas copier chez les autres? Alors que l'argent qu'on met à construire les hangars, c'est presque l'équivalent de ce que les autres utilisent dans les pays voisins pour construire des marchés modernes. Donc, qu'est-ce qui nous arrive au Togo? Les gens qui gouvernent le Togo, c'est quoi leur problème? Parce qu'ils ne connaissent pas le bien, ils ne peuvent pas développer un pays, ça ne leur dit absolument rien, ils ne peuvent pas copier ce qu'ils voient ailleurs. Il y a fondamentalement un problème. Donc, le marché de Djranawé, dans un pays normal, il faut raser toute cette bâtisse-là et en faire peut-être un grand centre commercial et loger des grandes boutiques là-bas et trouver un autre endroit pour les femmes. Ça va participer à changer le visage de ce quartier-là. Si vous avez un dirigeant visionnaire, un chef d'État visionnaire, qui a de la vision pour son pays, un endroit aussi précieux, à 10 minutes de l'aéroport, on aurait pu le raser cette bâtisse, cette vilaine bâtisse-là, et construire un grand centre commercial à cet endroit-là, et déplacer tous les vendeurs de friperies là dans un autre quartier, leur créer un endroit, aller vers Djagblé, trouver un endroit, créer un marché de friperies, amener les Ibo là-bas, trouver un petit endroit, cloisonner nos mamans, un marché moderne sur un endroit assez rétréci, et reprendre tout cet espace-là, qui est un très grand espace, et construire un grand centre commercial. Cela aurait participé à changer le visage de Lomé. Mais comme on a des gens qui n'aiment pas le beau, qui ne veulent rien développer, le président lui-même, il passe là-bas tous les jours, il regarde, il dit absolument rien. Et aujourd'hui, quand il pleut, tous les marchés sont inondés. Donc, moi, quand les gens me disent qu'il faut en parler, d'accord, moi j'en parle. Moi, je ne refuse pas d'en parler. Moi, je suis là pour parler. Mais c'est à vous de résister. Si vous êtes dans des marchés où il pleut, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans ce que les gens appellent dans la rue le poto-poto, tout ça, il y a la boue, vous êtes dans la boue, et que des agents viennent pour vous réclamer de payer des taxes, vous pouvez refuser de payer les taxes, c'est votre droit le plus absolu. Vous avez le droit de savoir qu'est-ce qu'ils font avec les taxes, pourquoi il n'y a pas les latrines dans les marchés, pourquoi les marchés ne sont pas éclairés, pourquoi il n'y a pas la sécurité, pourquoi vous devez vendre dans des kiosques qui sont installés dans l'eau. C'est votre droit le plus absolu de le demander. Donc, je pense que la balle est dans le camp. Chacun doit jouer sa part dans ce pays-là où on a l'impression que les gens attendent que Jésus revienne pour délivrer les Togolais. Non, chacun dans son petit coin, là où il est brimé, doit se réveiller pour faire quelque chose. Sinon, ceux qui tiennent le Togo, ils n'ont rien à foutre de ce qui nous arrive. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'état de nos marchés. Et insister que c'est à nous-mêmes de nous réveiller et de dire nous ne sommes pas d'accord, il faut nous construire des marchés modernes et voilà. Donc, vous avez des femmes qui ont eu des responsabilités pendant des années. Vous prenez une ministre comme Victoire Tomega qui a bourré les urnes dans le veau là-bas pendant les élections, c'est tout ce qu'elle a pu faire. Et elle a été ministre du développement à la base pendant près de 10 ans, pendant 10 ans au moins. C'est elle qui a conçu un peu partout les hangars, à coups de milliards, des projets dans lesquels ils se sont vachement enrichis.
Et sans aucune étude au préalable. Vous allez voir que certains marchés aujourd'hui ne sont même pas occupés, les hangars sont dans la brousse. Quand vous allez après Thiévier, vous allez à Notien, vous allez voir qu'au bord de la route, ça fait au moins 10 ans qu'on a conçu des hangars, des marchés, je ne sais plus le nom de ces villages-là. C'est des villages qui ne sont pas trop loin de Wahala, avant d'arriver à Wahala. Dans la zone de Notien, en tout cas, vous allez voir qu'il y a des marchés qu'on a construits, qui sont dans la brousse, que personne n'occupe jusqu'à ce jour, avec des magasins. Ça fait au moins 10 ans que personne n'occupe ces marchés. 10 ou 7 ans. Il y a d'autres marchés comme ça. Et cette dame-là, personne ne lui a demandé des comptes. Elle a fait ces dégâts-là, elle est montée en grade, elle est devenue, je ne sais pas, Premier ministre depuis 3 ans. Et bientôt, peut-être, elle va devenir présidente de la République avec la nouvelle constitution, personne ne sait rien. Donc, ces femmes-là, qui se sont retrouvées devant des postes de responsabilité qu'on a présentés comme une nouvelle donne pour le Togo. Le Togo fait la promotion des femmes et qui sont aujourd'hui des femmes qui créent énormément de dégâts pour notre pays. On en parlera. On parlera de tout ça au moment venu parce que ce ne sont pas des femmes vertueuses. Hein. On va en parler et parce que ces femmes-là participent à détruire ce pays-là sur tous les plans. Et donc, on parlera de ces femmes. On les prendra une à une. On parlera d'elles, ce qu'elles font à la tête du pays, dans quel réseau elles sont, pourquoi aujourd'hui c'est elles qui contrôlent tout le circuit économique du pays et qu'est-ce qu'elles font auprès de leurs champions. On va en parler parce que on ne peut pas accepter que des choses se passent comme ça dans notre pays. Les Togolais sont quand même connus pour être des gens sérieux, des gens vraiment vertueux et tout ça. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, ça dépasse Sodome et Gomorrhe, s'il faut s'en référer à la Bible. Le moment viendra, chaque chose en son temps, on parlera de ces choses-là. Et ces femmes-là, je me demande si elles ont encore un minimum de dignité. Quand elles sont ensemble et tout ça, franchement, il y a des choses horribles qui se passent dans notre pays. On en parlera. Donc, voilà les marchés, ce que les marchés sont devenus. Et ces gens-là, personne ne leur a demandé des comptes. Personne ne leur a demandé des comptes. Et donc, on se retrouve dans une situation catastrophique où, de Lomé à Saint-Cassé, nos mamans, nos soeurs, nos tantes, tout ça, sont obligées d'être dans des marchés où, dès qu'il y a une petite pluie, elles se retrouvent dans des intempéries. Vous voyez. Et donc, on parlera de ces sujets-là de long en large et chacun sera bien situé au moment venu. Donc, voilà ce que je voulais dire sur celui qui m'a interpellé sur la question des marchés. Je ne vais pas trop parler de politique parce que les gens me demandent, il faut que je parle des élections. J'ai placé quelques mots dans le direct de la dernière fois. Je ne veux pas trop parler de ça parce que à force de répéter les mêmes choses, on est fatigué. Je ne veux pas trop parler de ça. Et si on s'en tient à ce qui s'est passé la dernière fois, le 29 avril, il n'y a pas eu d'élection. On ne peut pas considérer ça comme des élections. Alors, s'il n'y a pas eu d'élection, il faut que chacun en tire les conséquences. Il n'y a pas eu d'élection. Et donc, je ne veux pas trop m'appesantir ces choses-là. Et je vous ai dit la dernière fois que 1000 fois, on fera des élections dans les conditions là. 1000 fois, UNIR fera tout pour s'offrir sa victoire. Donc, tant que on ne va pas changer les choses, toute élection qu'on fera au Togo de cette manière-là, les gars s'arrangeront toujours pour se proclamer. Là même, eux-mêmes, ils sont surpris du taux de bourrage et donc ils se sont retrouvés en face d'une victoire, entre guillemets, qu'ils n'arrivent même pas à digérer parce que ils ont été surpris que ça a été fait de cette manière-là. Donc, pour les élections, je pense que il faut plutôt penser à une réorganisation de la lutte. Les élections sont passées. Il faut que dans chaque état-major de parti politique, les gens en tirent les conséquences. C'est important. Quand vous allez dans une bataille et que vous perdez la bataille, quelle que soit la manière dont vous avez perdu la bataille, il faut faire l'état des lieux pour se redonner une nouvelle manière de combattre. C'est comme ça que des gens intelligents réfléchissent. Le peuple, lui, ne se trompe jamais. Le peuple ne se trompe pas. Les gens pensent que le peuple se trompe. Le peuple ne se trompe pas. Le peuple est lucide. Le peuple est lucide. Donc, le peuple ne se trompe pas. Et quand vous analysez très bien ce qui s'est passé la dernière fois, le taux d'abstention qu'on a eu montre que le peuple ne s'est pas trompé. Tout ce qu'on a vu, le reste là, c'est des bourrages d'urnes. Le taux de participation qu'on donne, c'est le bourrage d'urnes. Je vais vous donner un petit secret. Vous savez, quand vous êtes dans des pays comme le Togo, il faut toujours écouter, par exemple, les prêtres et parfois les pasteurs. Les prêtres beaucoup plus parce que partout sur le territoire,
même dans le village le plus reculé, il y a une paroisse ou une paroisse secondaire d'une église catholique. Vous voyez ce que je veux dire? L'église est partout où il n'y a ni la gendarmerie ni la police. Et donc l'église, parfois, c'est la première structure de renseignement au monde. Donc, si vous approchez les prêtres, ils vont vous dire que pour cette élection-là, partout au Togo, personne n'est sorti. Personne n'est sorti. On est peut-être moins de 20%, peut-être même 15%. Les gens ne sont pas sortis. C'est pour ça qu'ils ont fait tous ces bourrages-là. Donc, parce qu'il y a toujours un prêtre, quelque part, qui observe. L'église est partout. C'est la première structure de renseignement au monde. Donc, c'est ça. Donc, là où il n'y a pas la gendarmerie, il y a l'église. Là où il n'y a pas la police, il y a l'église. Et le prêtre qui est là, il regarde. Il fait son observation. Donc, les gens savent que personne n'est sorti. Et ça inquiète les gens du régime. Et donc, tout ce qu'ils ont fait pour bourrer les urnes, pour se donner un taux de participation, eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Donc, ça, c'est un message profond du peuple. Maintenant, il faut qu'à chaque niveau, chacun essaye de tirer les leçons du message que le peuple a envoyé. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la question des élections. Maintenant, je vais revenir sur un problème lié au permis de construire, qui devient de plus en plus problématique dans notre pays. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a Isidore qui fait la modération. Je ne sais pas s'il y a des questions, je peux les répondre, hein, et continuer. Je ne veux pas que le direct soit aussi long, mais je vais juste répondre à quelques préoccupations. Isidore, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des questions que des gens posent? Je peux leur répondre, hein, et puis on va continuer. Ok, et Isidore me dit qu'il n'y a pas de questions. Donc on va continuer. Alors, on va parler du permis de construire. Vous savez, le Togo a mis en place depuis 2018 un nouveau système intégré de gestion du permis de construire. Ils appellent ça SIGPC. Tout ça pour faciliter les formalités, le processus de délivrance du permis de construire. C'est quoi le permis de construire? Le permis de construire est un acte administratif. Et un acte administratif pris par une autorité, soit l'autorité municipale ou l'autorité préfectorale dans la zone où il n'y a pas les mairies qui sont installées, pour permettre à un promoteur d'immeuble ou à un particulier de réaliser son projet. Donc, il est délivré par le maire ou le préfet en fonction de la zone où l'immeuble sera implanté. Et ce permis, pour avoir ce permis de construire, il faut forcément l'appui technique de la direction de l'urbanisme et de l'habitat et le concours d'un architecte agréé et d'un ingénieur aussi, je pense que de l'ONIT, je pense que c'est l'office ou l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Et donc aujourd'hui au Togo, il y a 177 architectes qui sont agréés, je pense que c'est 177 selon les chiffres que j'ai eus, auprès de qui vous pouvez demander les services pour vous aider à élaborer vos plans de construction avec les géomètres, l'ingénieur, et aller déposer vos plans à la mairie. Donc, on a essayé de faciliter le processus de telle sorte que le délai d'exécution pour qu'on vous délivre ce truc-là, c'est 15 jours dans les mairies. Le coût de la procédure, c'est 100 francs par mètre carré. Et puis, la validité du permis, c'est 4 ans. Tout ça, c'est beau. Et c'est avec le concours du MCC, les Américains qui donnent de l'argent pour sécuriser aujourd'hui le foncier au Togo, que toutes ces choses-là ont été élaborées. Vous voyez que, bon, nous qui nous proclamons panafricains et qui disons que nous sommes fatigués des Blancs, on va chercher l'argent chez les Américains
pour venir sécuriser notre système de titre foncier. C'est-à-dire que moi, Ferdinand, ou vous qui me suivez, quand vous achetez un terrain, c'est les Américains qui donnent l'argent pour que votre titre soit sécurisé. Et nous sommes souverains, et voilà, on dit que nous sommes panafricains, et on va aux Nations Unies, on dit nous sommes fatigués de vous, alors que ces gens-là, c'est eux qui donnent l'argent pour que nous, on puisse sécuriser notre titre foncier. Donc, c'est le MCC qui accompagne ce processus-là. Donc, tout a été fait, les normes et tout sont là, et les permis de construire, il y en a de 3 catégories. Il y a la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C. Et dans ces catégories-là, il y a des sous-catégories. C'est-à-dire vous avez A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, selon le plan. Alors, et vous savez très bien que chez nous, il y a des gens qui construisent sans permis de construire. Et les gens ont pris l'habitude depuis longtemps, même si le permis de construire le décret date de 1967, c'est un décret du 24 octobre 1967. Donc, il y a très longtemps que le permis de construire était instauré dans notre pays. Maintenant que nous avons des villes qui se développent, qui s'agrandissent, il faut de plus en plus de permis de construire pour éviter des problèmes, des immeubles mal bâtis, des problèmes avec le voisinage, la canalisation des eaux et tout ce que vous pouvez imaginer, l'assainissement et tout ça. Alors, tout ça, c'est parfait. C'est des tests qui ont été bien faits. Maintenant, dans la pratique, il y a des soucis. Où se trouvent les soucis? Le souci, c'est que quand vous allez commencer par bâtir votre maison ou votre lieu de résidence, vous savez que les Togolais, beaucoup de gens n'ont pas suffisamment de moyens. Donc les gens, ils font des prêts, les petits fonctionnaires, ils font des prêts, les artisans, ils font des prêts. Donc il va commencer par faire une fondation quelque part, à Kougan, à Sagbado, à Mwepé, à Tchakblé, et tout ça, il commence par construire petit à petit. Mais maintenant qu'il y a des mairies, dès que vous commencez par construire, les mairies viennent, les agents des mairies viennent et mettent arrêt des travaux, défaut de permis de construire. Ce qui est logique, ça aussi, c'est pas encore mauvais. Quand vous n'avez pas de permis de construire, la mairie peut venir arrêter vos travaux. Mais là où le bas blesse, c'est quand ils viennent et qu'ils inscrivent sur votre bâtiment en érection que arrêt des travaux, ils vous adressent une convocation. Quand vous allez à la mairie, vous répondez à la convocation, il s'installe aujourd'hui un marchandage terrible. Et c'est pour ça que j'attire l'attention des autorités, le ministre de l'Urbanisme, le ministre de l'Administration territoriale, pour revoir les tests. J'ai publié des convocations sur ma page avant de commencer cette émission. Les gens sont convoqués dans les mairies suite à l'arrêt des travaux sur leur chantier. Et quand ils vont dans les mairies, la logique voudrait qu'ils soient d'abord verbalisés ou bien pénalisés pour défaut de permis de construire. Donc, il faut payer des pénalités. Et ensuite, il faut payer pour régulariser maintenant ce que vous êtes déjà en train de faire déjà, avec peut-être le concours d'un architecte ou d'un ingénieur. Puisque on arrête les travaux, il faut payer les pénalités, mais il faut payer aussi une quittance pour l'ordre de régularisation. Mais à quoi assistons-nous? Vous avez des maires, quand ils arrêtent les travaux, vous répondez à la convocation, on vous dit de payer 300 000, 200 000 de pénalités pour défaut de permis de construire. Et ça devient vraiment insupportable pour les citoyens. Il y a eu plusieurs plaintes vers Sagbado, où des gens m'ont appelé pour dire « Ferdinand ne comprend rien, on est venu arrêter nos travaux, nous sommes partis à la mairie du Sagbado, on nous a dit de payer 300 000, 200 000, mais on ne veut pas nous donner de reçu. » Et il y a des gens qui nous disent « Oui, bon voilà, et les gens ne savent pas sur la base de quoi on fixe ces pénalités-là. » Il y a le cas de Mwepé, il y a les cas comme ça, Djagblé, à Kougan, tout ça, où les gens ont vu leurs travaux, on a arrêté leurs travaux, ils vont dans les mairies, et on leur dit 200 000, 300 000, il faut payer. Alors, moi, je voulais inviter l'État à trouver un taux fixe pour les pénalités, que ce soit dans une mairie urbaine ou dans une mairie rurale. Parce que quelqu'un qui construit au fin fond de Djagblé, c'est lui-même qui a tracé la route, c'est lui qui fait tout. La mairie ne fait rien là-bas. Il commence par construire, on vient arrêter le chantier, il va à la mairie et on lui dit « Ah oui, il faut payer 250 000, il faut payer 300 000. » Le gars dit « Mais sur la base de quoi? Je paye cette pénalité sur la base de quoi? Vous allez me donner un reçu ?» Ils disent « Non.
Donc, cette histoire d'arrêt des travaux pour le défaut de permis de construire est devenue un business pour les maires. Et chacun fixe le tout comme il veut. Ça devient une anarchie totale. Un moyen d'anarquer les populations. Et d'anarquer le bas peuple qui se bat et qui essaie de construire peut-être une piole pour pouvoir... Quand vous prenez 250 000 francs chez quelqu'un qui est en train de construire 2 chambres, salon sur un demi-lot, il va trouver le reste de l'argent pour terminer son chantier. Vous lui prenez plus de 3 tonnes de ciment. Vous lui prenez plus de 3 tonnes de ciment. Et donc, ça devient une méthode de harcèlement et raquette totale que les maires qui sont dans la banlieue sont en train de faire avec les populations. Je ne sais pas ce qui se passe en pleine ville, mais je parle des lieux un peu reculés comme Sabado, Segbe, Mouepé, Apesito, Davier, Djagblé, Pougan et tout ça. En fait, le pourtour de la ville. Et c'est ce que les maires sont en train de faire. Donc, il est urgent que l'État harmonise les pénalités pour que les populations sachent que si je suis victime, non, si je suis responsable, si on vient arrêter mon chantier pour défaut de permis de construire, si je vais à la mairie, je dois m'acquitter des pénalités de 50 000, peut-être si c'est une mairie rurale, et de 100 000 si c'est une mairie urbaine. Et en plus de ça, je dois payer peut-être 100 000 encore pour qu'on régularise mon dossier. Il faut que l'État règle ce problème-là. On a un ministre de l'urbanisme, voilà, il était à fond dans la campagne, c'est un pasteur et tout, bon, vous le connaissez. Il faut qu'il travaille. Pour le moment, bon, ils sont là, ils ne veulent pas partir, mais il faut qu'il travaille pour régler les problèmes des citoyens. Il faut qu'il travaille. Donc, il faut que l'État règle ce problème-là pour que les populations ne deviennent pas la proie facile des maires qui, eux, veulent renflouer les caisses de leur mairie ou bien même veulent mettre l'argent dans leur propre poche parce que même ça, les gens ne veulent pas donner de reçu. Je ne conçois pas qu'on aille donner 200 000 francs dans une mairie pour payer des pénalités de défaut de permis de construire et qu'on refuse de me donner un reçu ou une quittance. Et qu'on refuse de m'expliquer pourquoi je dois être verbalisé à 200 000 francs et non peut-être 50 000, 40 000, 60 000. Pourquoi c'est 200 000 francs? Vous voyez. Donc, il faut que l'État essaye de régulariser le montant de la pénalité que les gens doivent payer s'ils sont pris pour défaut de permis de construire. Avoir un permis de construire, c'est une bonne chose. Mais quand vous n'en avez pas et qu'on vient arrêter votre chantier, quand vous allez dans une mairie, il faut que vous sachiez combien vous devez payer. Il faut que vous sachiez aussi combien vous devez payer pour qu'on régularise maintenant votre dossier. C'est important. Sinon, ça devient n'importe quoi. Et parallèlement à ça, en plus de ça, il y a aussi dans les mairies des dérives qui sont liées à des procurations de suivi d'immatriculation de terrain. Et les gens ont les mêmes problèmes. Au Togo, ça coûte quoi de se faire une procuration? Peut-être qu'il faut juste acheter les timbres. Il faut acheter des timbres pour la procuration. Si vous n'êtes pas au pays, vous êtes de la diaspora, que ce soit la diaspora en Occident ou en Afrique, et que vous avez des terrains au pays, et que vous devez donner la procuration à quelqu'un pour vous suivre l'immatriculation de votre terrain, vous allez dans une mairie avec les documents qu'il faut, vous payez les timbres et puis on vous délivre une procuration. Mais il y a un ami qui m'a dit la dernière fois qu'il y a le maire de Mouepé qui lui a réclamé 150 000 francs pour lui délivrer une procuration de suivi de son dossier foncier. Vous imaginez ça? Avant ça, qu'il y a un autre maire à Badja qui lui a demandé 50 000 francs. Il a posé la question au maire, mais combien coûte une procuration au Togo? Sur la base de quoi vous voulez me prendre 150 000 francs pour me délivrer une procuration, pour me signer une procuration de suivi d'immatriculation de mon terrain? Le maire a dit, il n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions. Il a passé le téléphone à son agent et dit, bon, écoute, il faut le répondre. Ces gars-là nous dérangent. Ça aussi, il faut que l'État arrête ça. On a fait la décentralisation. Ce n'est pas une décentralisation de la corruption, une décentralisation des méthodes, de toutes les dérives liées à la gestion du pays. Et que les maires sont devenus des gens qui raquettent tout le monde. Qui raquettent tout le monde. Donc, il faut essayer de régler ce problème des maires qui s'inventent eux-mêmes des taxes et qui font les poches
aux pauvres populations en allant arrêter leur chantier et en leur donnant des convocations. Et dès que les gens arrivent dans les mairies, on leur dit il faut payer 200 000, 250 000, on ne veut pas vous donner de reçu. Donc ça aussi, les Togolais doivent apprendre à résister à des conneries comme ça. Quelqu'un qui veut vous prendre de l'argent sans vous donner de reçu, il faut lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. S'il le faut, il faut aller le dénoncer publiquement. Il faut qu'on utilise toutes les méthodes pour amener les gens à être dans les normes. Il faut qu'on utilise les méthodes pour amener... Comme les gens, aujourd'hui, ils ne veulent rien faire sans la corruption, il faut crier sur eux. Ouais, quand on va crier sur eux qui sont des voleurs, peut-être qu'ils vont se calmer. Vous voyez, les gens que vous avez vus sur les réseaux sociaux en train de bourrer les urnes là, vous pensez qu'ils seront tranquilles en circulant dans leur quartier? Non. Chaque fois qu'ils vont circuler dans leur quartier, ils vont regarder le sol, ils ne vont pas voir le visage des gens. Ils n'auront pas le courage de regarder le visage des gens. Parce que la honte va les tuer. C'est comme ça qu'il faut faire aussi pour les voleurs. Les gens qui sont dans les mairies et qui vous prennent de l'argent, c'est ce qu'il faut leur faire. Si quelqu'un veut vous prendre de l'argent sans vous donner de reçu, il faut le dénoncer. Au moins, on a la bouche pour parler pour le moment. On a la bouche pour parler pour le moment. Donc, au moins ça, on va dire les choses. Et ça va participer à conscientiser les populations, à dire aux gens, n'acceptez pas tout. Parce que aujourd'hui, la dictature s'est décentralisée dans notre pays. Les petits Mussolini sont partout. Ils sont depuis le chef quartier, au chef de village, chef canton, le CB. Tous ces gens-là sont des petits Mussolini à leur niveau. Chacun participe à étouffer la population. Vous avez vu ce que les gens ont fait pendant la campagne électorale, ce que les chefs ont dit, certains chefs ont dit par rapport à la Constitution. Ce sont tous ces éléments-là qui participent à maintenir le système en place. Chacun, dans son petit niveau, terrorise les plus faibles. Le chef du village terrorise les gens, le chef du quartier terrorise les gens, le préfet terrorise, le CB terrorise, je ne sais pas, le cadre du village, il vient terroriser les gens. Donc, c'est un système qui s'est métastasé et les petits Mussolini sont partout. Partout. Donc, tous ces gens-là, ce qu'ils disent souvent, tu sais qui je suis, je vais te montrer. Toi, tu es qui? Tu vas voir. C'est comme ça qu'ils parlent aux gens. Donc, ils sont partout. Ils sont partout. Donc, c'est tout ça qu'il faut, déconstruire. Et pour les déconstruire, il faut en parler. Il faut les dénoncer. Et aujourd'hui, nous sommes tous victimes de l'incurie de la gestion de l'État. Quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas d'eau, quand il y a les inondations, il n'y a pas de... Les inondations n'enlèvent pas les gens du Nil. L'électricité, on ne coupe pas selon les quartiers, que tu sois bleu, orange, je ne sais pas quoi, vert. On coupe pour tout le monde. Donc, on est tous dans le même système. Donc, il faut que nous dénoncions vraiment nos frères qui se livrent à ces gens de brimades contre les populations. Voilà quelques points que je voulais partager rapidement avec vous, toujours en demandant à Isidore s'il y a des questions que je peux répondre ou des préoccupations que des gens ont posées, que je peux répondre facilement. Voilà. Et moi, je dis toujours que ce qui se passe au Togo, on est tous victimes. Nous sommes tous victimes de ce système. Ce système n'a pas d'ethnie. Ça n'a pas Non, c'est un système qui écrase tous les Togolais. Que tu sois Evé, Mina, Kotokoli, Kabier, Losso et je ne sais quoi, c'est un système qui écrase tous les Togolais. Donc, moi, je me fais le devoir, à chaque fois que des Togolais m'interpellent, de relayer parfois certaines de leurs préoccupations. Et s'il vous plaît, ceux qui viennent faire les commentaires, on n'a pas à dire aux gens, vous êtes à Kara, c'est vous qui êtes les soutiens du régime, bon voilà, ça va, ça peut vous arriver. Non, nous sommes tous victimes du régime. On est tous victimes du régime. Vous avez vu comment les gens sont allés faire des sacrifices devant Djoulek Bala Vaughan avec les fagnons de Unir. Est-ce que vous pensez que c'est normal dans un pays que des prêtres vaudous aillent se livrer à ce spectacle assez honteux? Est-ce que c'est possible? Mais les gens le font.
Et c'est tous ces gens-là, parce qu'ils ont eu un 50 000, un 60 000 qui participent à maintenir le système. Donc, qu'on soit à Kara, à Bafilo, à Sokoli, à Daparon, à Lomé, à Tivier, partout, on est tous victimes du même système. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas réagir parce que chez eux, c'est encore peut-être plus difficile de réagir. D'autres ont encore peut-être une bouffée d'air qui leur permet de réagir. Donc, nous devons travailler à conscientiser tous les Togolais. S'il y a un seul Togolais, peut-être à Kara, qui dit « je ne suis pas d'accord », nous devons l'encourager. Peut-être qu'à partir de lui, il y aura 10 Togolais à Kara qui ne seront pas d'accord. Il y aura 20 Togolais à Kara qui ne seront pas d'accord. S'il y a un seul Togolais à Niamtougou qui n'est pas d'accord, nous devons l'encourager. Et donc, moi, je suis là, je relaie les choses qui viennent de tout le monde. Même si un gars du Nil est allé bourrer les urnes hier, et il vient me dire que, grand frère, j'ai été brimé, je vais relayer ses préoccupations. Je vais relayer. Peut-être que dans ça, il va prendre conscience. Il va prendre conscience. Peut-être, je vais relayer. Je vais relayer. Et je vais lui dire, bon voilà, le système que vous-même vous entretenez, vous êtes... Mais vous avez vu dans ce pays, quand les gens ont eu des problèmes, les barons, certains barons ont eu des problèmes, nous les avons défendus en tant que journalistes. On les a défendus sur les principes. On les a défendus sur les principes. Je ne veux pas citer de nom. Mais certains sont retournés aujourd'hui. Certains sont retournés. Ils sont responsables de leurs actes, c'est leur problème. Ça ne nous engage pas. Nous, on va continuer. On va continuer par dénoncer l'injustice. Vous voyez? Et donc, ne disons pas aux gens, parce qu'il y a un Togolais qui m'a écrit une box, qui m'a parlé de comment on les traite dans les usines à Kara. Il y a une usine d'aciérie à Kara, où on traite les gens comme on traite vraiment des gens, on viole leurs droits, on les exploite, voilà l'expression. Et quand j'ai posté ça, j'ai vu les commentaires, des gens disent oui, c'est vous qui bourrez les urnes, vous êtes à Kara, débrouillez-vous, et tout ça. Non, nous n'avons pas dit ça à nos frères. Nous ne savons pas dans quelles conditions ils vivent là-bas. Mais la dernière fois, vous avez entendu dans les audios que les jeunes ont commencé par prendre conscience, les gens sont fatigués. Tout le monde est fatigué de ce système-là. Tout le monde est fatigué. Donc, encourageons les gens qui osent dire non, quel que soit le milieu d'où ils viennent, que ce milieu supporte ou pas le régime. Il n'y a qu'une minorité au Togo qui exploite la majorité. Hein. Et cette minorité que le champion lui-même a dénoncé se recrute dans toutes les ethnies. Cette minorité qui enfonce le pays se recrute dans toutes les ethnies. Et c'est toutes les ethnies qui participent à maintenir ce système-là. C'est dans toutes les ethnies qu'on recrute les gens pour maintenir le système. C'est vrai qu'il y a un soubassement, peut-être un noyau dur qui vient de quelque part, mais tous les autres viennent de toutes les ethnies. Vous avez vu toute l'énergie que les gens ont déployée, que ce soit à Néro pour bourrer les urnes, que ce soit à Vaughan pour bourrer les urnes, que ce soit à Tabligo pour bourrer les urnes, que ce soit à Palimé pour bourrer les urnes. Mais ces gens-là qui font ça, mais ils le font pour le système, mais pour eux aussi. Pour eux aussi. Dans le système, c'est un jeu de rôle. Hein? Il y a ceux qui sont dans l'armée, qui ont les armes, et qui sont majoritairement d'une ethnie. Et quand le moment vient d'aller massacrer les gens, c'est eux qu'on instrumentalise pour aller tuer les gens. Et il y a ceux qui sont là, qui sont des intellectuels, entre griffes. Quand il faut aller défendre les conneries, c'est eux qu'on envoie sur les médias. Et chacun a son rôle. Donc c'est un jeu de rôle. Et tous ces gens-là participent à maintenir le système. Donc c'est tous ces gens-là que nous devons dénoncer. Vous voyez, c'est cette minorité, cette mafia-là qu'on doit démanteler. Vous voyez. Et donc, laissons les problèmes demain, quand il y aura un petit bouleversement dans le pays, vous allez voir comment le pays va bouger. Vous allez voir comment les gens vont sortir de tous les villages. Vous n'allez même pas croire que dans ce village-là, il y avait des opposants. Tout le monde en a marre. Et nous vivons les mêmes réalités. Quand on coupe le courant à Lomé, on coupe le courant à Sokori, on coupe le courant à Kara, on coupe le courant à Saint-Cassé. Tout le monde est victime de ça. Ne pensez pas que les gens ne sont pas conscients. Les gens sont conscients. Donc, nous devons réfléchir beaucoup plus en nation qu'en petites tribus, en ethnie, en communauté. Et c'est ça qu'il nous faut. Et c'est ça qui nous a manqué pendant 64 ans. C'est ça qui nous a manqué pendant 64 ans. Aujourd'hui que des gens, après ces élections, les gens disent qu'il faut se réorganiser pour la lutte. Effectivement, il faut se réorganiser en intégrant tous ces paramètres dans la lutte. Qu'est-ce qui a fait que la lutte pendant 30 ans n'a pas marché? Il faut se réorganiser par rapport à ça. Et donc, voilà quelques préoccupations que je voulais rapidement partager avec vous, tout en rappelant que ceux qui me disent qu'il faut faire de plus en plus les directs,
j'essaierai de le faire. Voilà, quoi, j'essaierai de le faire autant que je peux pour participer à la conscientisation de nos populations, de la jeunesse. Nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sur TikTok en train de s'amuser alors que le pays est en train de mourir. Le pays se meurt. On est sur TikTok, on fait des clashs, on s'amuse, voilà. Alors que le pays, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, on n'a pas d'école, on n'a pas d'université, et on a des gouvernants qui ne nous rendent pas compte. On a des gens qui refusent de nous rendre compte et qui veulent rester au pouvoir à vie, tout en exploitant les ressources, en s'enrichissant, en utilisant l'argent pour payer des gens pour le pouvoir. Donc, les jeunes doivent prendre conscience. Ceux qui sont nés en 2005, je le dis toujours, dans un an, vous aurez 20 ans. 20 ans, c'est la vie active. Vous avez déjà fait peut-être un master, ou vous avez fait peut-être un BTS. Vous êtes sur le marché de l'emploi. Vous êtes déjà sur le marché de l'emploi. Vous êtes déjà sur le marché de l'emploi. Donc, vous devez vous réveiller. Les étudiants, vous devez demander des comptes. Il y a eu cet étudiant-là, sur la question de la Constitution, qui a réagi. On a vu tout ce qui a été déployé pour l'écraser. Les étudiants, vous devez vous réveiller. C'est l'avenir. C'est quand on est au campus qu'on doit demander, qu'on doit avoir une idée de la manière dont le pays est géré. Parce que demain, vous rentrez dans la vie active. Quand on était au campus, on était bouillant. Tellement bouillant. Moi, je suis allé en exil pour avoir crié sur Yadima. Ce n'est pas ma première fois que je vais en exil. Le jour où Yadima devait venir au campus, nous n'avons pas dormi. Je peux vous faire le témoignage aujourd'hui. On n'a pas dormi. On a fait une réunion sous le château qui est au campus là-bas. Le campus n'était pas clôturé. Je ne dirais pas qu'on était naïfs, mais on était tellement enthousiastes, passionnés, qu'on s'est dit, si Yadima vient sur le campus, on va l'attraper. Donc, on a veillé là-bas jusqu'au petit matin. Ceux qui parmi nous croyaient au gris-gris sont allés faire un peu de gris-gris et tout et tout. Et le matin, vers 4 heures, on est rentré à la maison, on s'est lavé, on est revenu. Dès qu'on est venu sur le campus, on a vu tous les militaires avec les armes, tout, qui entouraient le campus. On a dit quoi? Mais ça, c'est la guerre, ça. Et on a changé de stratégie rapidement. Il n'y avait pas de téléphone portable, vraiment comme aujourd'hui. Et on a préféré au lieu de faire un mouvement violent, on a préféré faire un mouvement bouillant. On a pris des pancartes, on avait les pancartes cachées quelque part à la cité là-bas, on a sorti les pancartes et tout. On a crié sur Yadima et à l'époque à Gbome, je ne sais pas, il était premier ministre ou quoi, et Yadima est venu, il nous racontait des histoires. On a dit non, nous on était quoi? On était à 11 mois sans bourse, bien 10 mois sans bourse. Nous, on a fait tout ce qu'on a fait. Yadima est parti tout furieux. Ça s'est terminé en queue de poisson. Et le soir, on a sorti les bélets verts. Ils sont rentrés dans les cités, ils ont bastonné les gens et tout. Et nous, on est venu nous chercher, on est parti se cacher au Bénin pendant au moins 6 mois, 8 mois comme ça. Mais donc, vous devez être conscient de votre avenir. Vous êtes des étudiants, vous rentrez dans la vie active. Arrêtez d'être sur les pages de ces ministres, les femmes là, qui sont là, qui font tout et n'importe quoi, et de les appeler maman, trouvez-moi du boulot, maman, trouvez-moi du boulot. Ces femmes-là sont des pieuses de la République. Je dis, on va parler de ces femmes-là. C'est des pieuses de la République. Il m'arrive parfois de faire le tour des pages de ces ministres femmes-là et je vois comment les jeunes sont là-bas en train de les supplier. Oh maman, que Dieu vous bénisse. Oh maman, vous avez une jolie photo. Oh maman, oh, vous avez vraiment si. C'est pour ça que vous vivez. C'est pour apprécier leurs photos. Et ces femmes-là, elles sont en train de voler l'argent, d'acheter des appartements au Canada, aux États-Unis pour leurs enfants. Et vous êtes sous leur poste. Vous les appelez maman. Vous les appelez maman. Et c'est devenu une tradition au Togo. Même des gens qui sont plus âgés que leurs sœurs les appellent maman. Parce qu'elles ont le pouvoir. On les appelle maman. Oh maman, oh maman. Les officiers qui vont se plier devant des jeunes filles pour les appeler maman. Parce qu'après, ils vont leur donner un carton de champagne. Franchement, notre pays est au fond du trou, quoi. Et notre pays est vraiment au fond du trou. Au fond du trou. Donc, vous, les jeunes, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Le Togo a toutes les potentialités pour vous permettre de vous épanouir. Le Togo est un pays extrêmement riche. Vous avez toutes les potentialités de vous épanouir. Donc, c'est
C'est en posant un regard sur la gestion que font les dirigeants du pays que vous devez construire votre avenir. Nous, on était au campus, personne nous avait dit de nous révolter. Nous, on était déjà des révoltés depuis le lycée, le collège et tout ça. On a fait que ça toute notre vie. Parce qu'on a été formés dans ça. Et donc, c'est important que chaque secteur du pays se réveille. Chaque secteur du pays se réveille. Sinon, ce que vous voyez là, on va encore passer des années. Faure, il s'en fout du Togo. Faure, il n'a rien à foutre du Togo. Ça, je peux vous le dire, je reviendrai sur ça. Il n'a rien à foutre du Togo. Lui, c'est sa vie, sa belle vie, ses affaires. Il utilise le Togo pour ses affaires. Il s'en fout du Togo. Il s'en fout du Togo. Pour lui, le Togo, c'est un territoire qu'il utilise pour ses affaires. Il s'en fout. Il fait les affaires avec ses hommes d'affaires et tout et tout. Qui est route, qui est quoi. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout du Togo. Donc, pour le moment, il est là. Il fait ce qu'il veut du pays. Si ça chauffe demain, il part. Il a tout mis à l'abri, il part. Donc, les gens qui l'accompagnent aussi, c'est pareil. Vous prenez tous ces ministres-là, ils ont des nationalités américaines, françaises, et canadiennes et tout. Leurs enfants sont partout. Prenez-les un à un, tous ces ministres-là. Prenez-les un à un. Vous allez voir qu'ils ont tous des femmes qui sont à l'étranger. Les enfants sont à l'étranger. Ils ont les nationalités étrangères. Le jour où ça brûle là, ils partent. Ils s'en foutent. Donc, au lieu de les suivre, parce que vous avez besoin de 5 000, de 2 000 pour boire la bière, réveillez-vous. Vous avez une vie. La vie est très courte. Et la jeunesse est très courte. La jeunesse est très courte. C'est pendant que vous êtes jeune que vous allez faire vos projets de vie. La jeunesse est très courte. Les études, ça passe vite. Après, il faut rentrer dans la vie active. On ne peut pas tous mourir dans un pays pour une minorité. On ne peut pas tous mourir pour le bien d'une minorité. C'est vrai qu'il y a ceux qui disent, oui, moi aussi je vais les accompagner un peu pour pouvoir manger un peu et tout et tout. Mais vous n'allez pas tous manger. Ils n'en ont pas assez pour donner à vous tous. Ils vont donner à leurs frères, leurs cousins, leur famille. D'abord, le temps d'arriver chez vous, vous n'aurez que des miettes. Il faut que le Togo change. Pour que, même si on n'a pas l'égalité des droits, au moins qu'il y ait au moins une chance pour tout le monde. Il faut que le Togo change. Et c'est pour ça que nous devons travailler. Et donc, moi, de temps en temps, je prendrai la parole, au-delà des écrits sur notre site, je prendrai la parole pour faire des directs comme ça. Et s'il y a des préoccupations des citoyens, je vais les expliquer. Je vais prendre la parole là-dessus. Je vais dénoncer quand il faut dénoncer. Dénoncer, c'est déjà proposé, comme on le dit toujours en journalisme. Quand tu dénonces, c'est que tu proposes déjà. On va dénoncer beaucoup de choses. On va parler. Les 20 ans de Faure, là, dans 6 mois, il fera 20 ans au pouvoir. On fera le bilan de Faure. Ne vous inquiétez pas. Secteur par secteur. Et on va comparer avec les autres pays. Et en 2005, Faure a publié un petit document là qu'on appelait les 20+. J'ai ça. J'ai encore gardé ça. Moi, je suis très sur les archives. J'ai ça. Je vais prendre les 20+ là. Nous allons ensemble avec vous là, les décortiquer point par point. Et vous allez voir s'il a fait quelque chose dans le pays. Les 20+. Vous allez voir, c'est le soubassement de son programme. Après, il a agrégé d'autres choses. Mais on va prendre les 20+ là. On va les décortiquer. Secteur par secteur. C'est ce que lui-même il a dit qu'il devait faire. 20 ans après, où est-ce qu'il en est? On va décortiquer ça. Et vous allez voir qu'il n'a même pas fait 5% de ce qu'il avait dit. 20 ans au pouvoir. Pendant ce temps, ses voisins-là, ils font 7 ans. Vu comment on est en train de transformer le pays. Et donc, il y a un travail de conscientisation à faire. Il y a un énorme travail de conscientisation à faire. Nous sommes tous dans le même bateau. Je ne cesse de le dire. On est tous dans le même bateau. C'est le Togo. C'est le Togo. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas quoi. C'est le Togo. Et le Togo doit changer pour le bien de nous tous. Le Togo doit changer pour le bien de nous tous. Et donc, moi, je voudrais vous dire merci. Ça fait déjà 1h20 que je fais le direct là. Je pense que je vais m'en arrêter là. À moins qu'il y ait une préoccupation que je réponds rapidement avant de passer à autre chose. Isidore, s'il te plaît, s'il y en a, je peux en parler rapidement. Moi, je ne m'occupe pas de ceux qui viennent nous insulter. Moi, c'est pas mon souci. Comme je vous l'ai dit, ils ont fabriqué tellement de trolls sur les réseaux sociaux. Ils ont de l'argent pour ça. Parce qu'aujourd'hui, comme ils savent qu'ils n'ont plus d'arguments, ils ont fabriqué tellement de faux comptes. Et ces faux comptes-là sont souvent portés par des noms féminins.
Ne pensez pas que ces gens-là existent. C'est des individus, 2 ou 3 personnes qui sont dans un laboratoire quelque part, qui gèrent plusieurs comptes à la fois et qui arrivent à faire des commentaires pour insulter les gens sur les pages. Ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils sont, je pense, sur TikTok aussi. Dès que moi je les vois, je les dégage. Et donc, on n'a pas le temps de se faire distraire par des individus qui sont là, payés pour blanchir l'image d'un régime qui a du sang sur les mains. Donc, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour les objectifs pour lesquels on est là. Sensibiliser les citoyens, parler aux gens, réveiller les gens, dire aux gens la réalité de ce qui se passe dans notre pays, dire aux gens, à un moment donné, il faut dire stop. C'est pour ça qu'on est là. C'est justement parce que le message porte qu'ils envoient les trolls pour nous insulter. Donc, ne les considérez pas, ne les regardez pas. Sur ma page, à la limite, on les dégage, on les bloque et puis on ne rentre dans aucun commentaire avec eux. Si quelqu'un est dans le système et veut débattre avec nous, nous avons l'habitude de parler à visage découvert. Moi, c'était depuis le temps d'Adema que je faisais des émissions. C'est depuis le temps d'Adema que moi, je faisais des émissions sur les radios. En 2002, Agbeome Père à son âme, je crois qu'il était Premier ministre, président de l'Assemblée, on faisait une émission chaude sur Radio Victoire, qui était animée à l'époque par Carlos Ketou. Une émission très chaude là-bas. L'armée a débarqué, on a sauté par la clôture, tout ça là. On a fui. Ils sont venus, ils ont pris l'émetteur, ils sont partis avec. Donc, nous là, c'est pas là, avec l'arrivée de Ford que nous on fait les débats. Nous on faisait les débats depuis longtemps. Peut-être que c'est avec les WhatsApp, l'Internet que les gens ont découvert que, bon, nous on parle. Non, nous on parlait il y a très longtemps, autant d'Adema, que ce soit sur Nana FM, Radio Victoire, nous on faisait des émissions depuis. C'est pas avec Ford qu'on a commencé ça. Donc, on va continuer. On va continuer par parler au Togolais et espérer que, à un moment donné, les gens prendront conscience que nous sommes tous victimes du même système. Et avec cette prise de conscience-là, on fera un très grand pas en avant. Donc, merci à tous et à ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Isidore, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut lire les commentaires. Voilà. Et on ne peut pas tout répondre là, mais je pense que l'essentiel est dit aujourd'hui. Si demain il y a d'autres préoccupations, on pourra toujours les aborder. Et vous pouvez toujours me laisser des messages sur Messenger, Inbox et tout. S'il y a des préoccupations que vous voulez qu'on partage, des choses que vous voulez qu'on règle, des choses que vous voulez qu'on dénonce pour que certains problèmes soient réglés, dites-le moi. Si je trouve que c'est nécessaire de le faire, moi je le fais. Moi je vais le faire. Parce que nous on est déjà des cabris morts. on n'a plus rien à perdre. On a passé peut-être 30 ans déjà dedans. On n'a pas eu le temps pour nous-mêmes. On a mis tout le temps pour le pays. Et aujourd'hui, nous sommes dehors. Si eux ne partent pas, nous, on ne peut pas rentrer. Donc, ils doivent partir. Donc, si eux ne partent pas, nous, on ne peut pas rentrer. Nous sommes d'accord. Si eux ne partent pas, nous, on ne peut pas rentrer. Puisqu'ils ne sont pas prêts de laisser les gens rentrer. Si vous rentrez, vous allez directement en prison. Donc, à un moment donné, ils doivent partir. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils finiront par partir. Donc, c'est tout un travail qu'on doit faire. Et il faut que chacun apporte sa petite pierre à ce travail-là de mobilisation, de conscientisation. Ne vous dévalorisez pas. Il faut que chacun comprenne que, aussi petit que je suis, je peux faire quelque chose pour que ce pays bouge. Nous vivons les mêmes réalités. Il n'y a pas de route. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas de travail pour les jeunes. Les gens sont condamnés à faire des émigrants. Notre pays est dans les mains d'une mafia où c'est les étrangers qui tirent le bénéfice pendant que les Togolais meurent. On doit arrêter tout ça pour le bien de notre pays. Nous ne pouvons pas vivre 100 ans. Nous ne pouvons pas vivre 100 ans. Si vous avez 50 ans aujourd'hui, peut-être que vous avez encore, si Dieu vous prête vie, 20 ans ou 30 ans à vivre. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, peut-être vous avez 50 ans encore à vivre. Et qu'est-ce que le Togo sera dans les 50 prochaines années ou dans les 40 et 30 prochaines années? Donc, c'est tout ça. C'est tout ça qui doit intégrer notre réflexion. Et quel pays on laisse pour nos enfants? Les gens disent, oh, il faut aussi aller faire quelque chose et puis c'est fini. Non, c'est un travail que nous faisons. Nos parents, c'est parce que nos parents ne se sont pas réveillés très tôt que nous avons hérité de ce système. C'est parce que nos parents, là,
ils ont été, je ne sais pas si ils étaient naïfs ou ils se sont adaptés à ce truc des Yadima que nous payons le prix aujourd'hui. Si nos parents s'étaient déjà révoltés dans les années 63, 70, on ne serait pas arrivé aujourd'hui. Et donc, si nous nous taisons, nos enfants vont récolter la même chose. Donc, il faut arrêter ça. Et c'est ce travail que nous devons faire. Ce n'est pas une question de leader politique. Oubliez les leaders. Ce sont des hommes. Ils ont leurs limites. Oubliez les leaders politiques. C'est-à-dire, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec leurs forces et leurs faiblesses, avec leurs défauts et leurs qualités. Moi, j'étais le premier à critiquer les leaders. Tout ce que j'ai dit, c'est arrivé. Parce que je fais une analyse assez froide de la situation. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir milité longtemps avant de devenir journaliste. Donc, je connais tous les méandres de la politique au Togo. Je connais bien les leaders. Je sais qui est qui. Tout ce qu'on a eu à dire là, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, qui sont au bout du chemin, oublions-les. Arrêtons de leur taper dessus tous les jours, de dire celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça. En tout cas, on va pas pouvoir les changer. Oublions-les. Réorganisons-nous autrement. Si un leader décide d'aller collaborer, laissons-le. Ne nous décourageons pas en disant oui, ce leader aussi a fait ça, donc la lutte est finie. Non, non, non. Si un leader décide d'aller rejoindre le camp d'en face, ça n'engage que lui. Nous, il faut qu'on continue. Parce que c'est nous tous qui voulons que le pays change. Le pays ne va pas changer seulement pour le leader de l'opposition, il va changer pour nous tous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en cette journée dominicale. J'espère que l'essentiel a été dit. Et surtout pour les jeunes, avant de vous quitter, je réitère encore ma préoccupation. Vous qui voulez quitter le Togo, c'est légitime. On ne peut pas vous dire de ne pas quitter le Togo. Si le pays ne va pas bien, vous pouvez aller vous chercher ailleurs, mais évitez de prendre les voies dangereuses. Ceux qui traversent la Méditerranée, et certains l'ont fait, maintenant c'est le chemin du Brésil pour rentrer aux États-Unis et pour rentrer au Canada. C'est un chemin très mortel. Donc, faites très attention. Vous voulez aller chercher le bonheur, mais n'allez pas trouver la mort en chemin.